Salut le Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein, un petit peu de vacances, un petit peu de trucs à l'étranger, donc pas forcément le temps de faire des vidéos dernièrement. J'ai notamment été à Bologne pour un Bologne-Barça en Euroleague qui était fort sympathique. Pas le match de l'année, mais toujours cool d'aller voir ce genre de match live. Mais bon, bref, de retour, on va pouvoir faire un petit peu le point sur ce qu'on a loupé pendant à peu près 10 jours où on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. On a disputé pas mal de matchs entre-temps, à commencer par la réception des Charlotte Hornets la semaine dernière, je crois que c'était mardi soir, euh, avec les débuts pour les Hornets de Kobe White, qui donc faisait ses débuts avec les Hornets au United Center. Donc c'était clin d'œil du destin, je sais pas, mais en tout cas, lui, comme les autres joueurs des Hornets, nous ont bien bien fait mal ce soir-là, parce qu'on s'est fait déboîter, quoi. Bon, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première était quand même plutôt équilibrée. On a même montré des bonnes choses par séquence, c'était sympatoche, des trucs un petit peu fun par-ci par-là. Par contre, dès la reprise, on a pris un retard très très rapidement avec Charlotte qui a commencé à mettre des 3 points, qui a haussé l'intensité, qui a mis plus de rythme, et puis on a juste pas réussi à tenir la distance, quoi. On a sombré complètement, on a pris un énorme écart. Je crois il me semble, le troisième quart-temps, c'est un truc genre 42-16, une dinguerie comme ça, tu vois, on se fait mais absolument pulvériser. Et du coup, derrière, voilà, les Lamelo Ball, les Miller, les Conknupple, les Kobe White, ils nous ont fracassé. Et donc on se prend une défaite de 32 points au final, qui n'est pas la plus large de la saison, mais pas loin. Et du coup, on les enchaîne comme ça, quoi. Donc en vrai, y a, est-ce qu'il y a grand-chose vraiment sur lequel revenir sur ce match-là? Je pense pas que ça vaille vraiment le coup de s'attarder sur quelque chose. On n'a rien appris tactiquement, techniquement non plus. Donc en fait, c'est simple, hein, le match, tu peux le résumer en une stat. Les Bulls ont réalisé 18 passes décisives et ont perdu 21 ballons. Voilà. Ça te donne à peu près Enfin voilà, tout est dit, quoi. Ça te donne le niveau qu'on a affiché sur ce match-là. Mais encore une fois, à la mi-temps, on était à 1 ou 2 points de retard et derrière, on s'est pris des vagues absolument infernales. Donc en fait, le seul vrai point positif à retenir de ce match, c'est le record en carrière de Matas Bouzelis, qui a mis 32 points. Alors même si une partie de ces points-là arrive euh, vers la fin de match, on ne sait même pas pourquoi il est encore sur le parquet alors qu'on a 30 points de retard, mais enfin ça, hein, Billy Donovan, les rotations, on va pas refaire tout le cinéma, mais bref. Euh, mais toujours est-il que ce qui est le plus important dans ces 32 points qu'il a mis et ce record en carrière, euh, donc oui, il y en a quelques-uns de ces points qui sont en garbage time, tout ça, ok, mais c'est la manière dont il allait chercher ces points-là, parce qu'on se rappelle qu'après la coupure All-Star, il y avait ce match à la reprise contre Toronto, où il avait fait un match absolument dégueulasse, immonde, où on le voyait, il avait refusé le défi physique, il s'était contenté de shooter à 3 points, et mal en plus. Et sur ce match-là, je l'ai trouvé plus conquérant, plus à l'aise pour partir en drive, aller jouer des 1 contre 1, aller montrer qu'il a de bonnes finitions au cercle. De mémoire, il y a un spin move qui finit main gauche avec la planche. On l'a vu faire un step back en mid-range aussi. Donc voilà, je préfère largement ça plutôt que de le voir juste shooter à 3 points, shooter à 3 points, shooter à 3 points parce que les mecs en face sont plus costauds, il a pas trop envie de s'y frotter, tu vois. Donc il en a pris pas mal des 3 points sur ce match-là aussi. Il fait 6 sur 11, ce qui est très 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 bien, pas de souci. Mais je veux pas qu'il fasse que ça. Et sur ce match-là, voilà, il y avait une vraie volonté de montrer autre chose, comme si, voilà, euh, peut-être qu'il a plus de liberté accordée par Billy Donovan, c'est une possibilité, ou tout simplement, peut-être qu'il a pris conscience lui-même que, bon, bah voilà, Kobe est parti, Ayo est parti, Vooch est parti, machin, 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 ils sont tous partis. Qui va scorer? Je vais prendre ça pour moi et je vais aller mettre des points, quoi. L'équipe a besoin, parce que voilà, lui, il joue pas pour la prochaine draft, etc. Il se dit pas super, on va perdre les matchs. Il va essayer, lui, de faire en sorte que ça se passe bien. Et ça passe par prendre des responsabilités au scoring, aller mettre des points, et donc pas juste prendre des shoots à 3 points. Et il a justement une panoplie offensive qui est trop importante pour qu'on en fasse juste un mec qui shoot à 3 points, quoi. On a gâché plein de gars comme ça, on va pas le faire avec Matas. Il a d'autres facettes de son jeu offensif qui sont à développer, qui ne demandent qu'à être mises en avant et qui peut exploiter pour
continuer de devenir un scoreur un peu plus complet. Et donc c'est le moment parfait pour ça, là, les 20 et quelques matchs qui restent sur cette fin de saison, donc il doit continuer sur cette lancée. J'ai beaucoup aimé son match contre Charlotte, pas juste parce qu'il a mis 32 points, mais la manière dont il est allé chercher ses points, même s'il y a un lancer franc au final. Mais voilà, après sur les autres matchs, il a été bon aussi, donc il a, il a vraiment enchaîné. Et voilà, après ce match très vilain contre Toronto, il avait déjà relevé la tête sur les matchs d'après, mais là il continue comme ça. Et je pense qu'il a vraiment passé un cap dans le fait de se dire, c'est à moi d'aller mettre des points, c'est à moi de prendre le scoring à mon compte. En plus là, on a fait venir Simmons, il n'est pas là, qui est normalement un gros scoreur. Donc voilà, il y a plein d'absents, c'est à moi de faire le taf. Et il l'a fait à merveille. Donc Matas, continue comme ça, mon petit, et tout va très très bien se passer. Un autre truc sur ce match-là, on a perdu Patrick Williams. Oui, on a tous pleuré, on était tous très 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 attristés évidemment. Dans le troisième carton, il s'est blessé au quadriceps en fait. Et alors qu'il faisait un match plutôt intéressant en fait, jusqu'ici, un peu dans la lignée de ses dernières sorties. Et justement, bah, un peu comme d'habitude avec Patrick Williams, hein, dès qu'il enchaîne deux trois bons matchs, tu sais qu'il va se passer un truc qui fait que bah, ça va le couper dans son élan. Et là, boum, blessure au quadriceps. Et du coup, bah, voilà, personne n'est surpris parce que c'est toujours comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles il arrive jamais à vraiment enchaîner. Il y a toujours un truc, il prend un coup, enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que, ou il est gêné par les fautes, ou j'en sais, on sait pas. Mais enfin bref, il y a toujours un truc qui l'empêche de vraiment enchaîner 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs de suite où tu te dis, ah ouais, là d'accord. Non, 2, 3 matchs, des drives, en plus, on l'a vu donner des bonnes passes à ses intérieurs, et derrière, voilà. Donc là, lui et Jalen Smith, qui était absent lui aussi, étaient annoncés après ce match-là contre Charlotte, réévalués 10 jours plus tard. Hein, en langage boule, on sait ce que ça veut dire. Mais donc ça tombait là à peu près maintenant, au moment de partir à l'ouest pour le road trip qui débute cette nuit à Phoenix. Et donc les deux sont là, Smith et Williams, pourraient éventuellement revenir ce soir sur le parquet de Phoenix. Ça reste encore à officialiser. On verra avec le shoot-around matinal ce que ça va donner. Et voilà, peut-être que ce soir, face aux Suns, on les aura tous les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est pas ce soir, ce sera dans les prochains matchs, parce qu'on a les Kings. Enfin bref, on fera le programme tout à l'heure. Donc on a perdu Patrick Williams, et en plus de Smith, et ce qui fait que, en attendant, on n'a quasi plus d'intérieur. À part donc Nick Richards, qui reste remplaçant malgré tout, et qui, lui, pour le coup, j'adore ce qu'il fait. J'adore ses matchs. J'aime beaucoup ce qu'il apporte tous les soirs. Il y a de l'énergie, il y a des pick and roll de qualité qui débutent par des très bons écrans. Et ensuite, il a montré des qualités de rim runner que perso, je ne lui connaissais pas. Donc, c'est une surprise plutôt agréable. Il y a une belle énergie au rebond. Il a signé plusieurs doubles-doubles, d'ailleurs, là, sur les derniers matchs. Il met de l'intensité défensive. Il n'hésite pas à jouer physique. Euh, Même si parfois il pourrait éviter de faire certaines fautes un peu bêtes, mais des fois il est un peu trop dans son élan. Et justement, il veut tellement mettre du physique, il veut tellement mettre de l'intensité que des fois ça le. Bah voilà, t'en fais un peu trop, et des fois tu fais des fautes qui pourraient être un petit peu évitables. C'est un petit peu comme Caruso, tu sais, qui essaie d'être tout le temps partout à la fois, et du coup, des fois tu commets des fautes parce que bon, bah voilà, t'es un peu emporté par ton truc. Mais voilà, après, dans l'ensemble, il fait des trucs très très cool, Nick Richards. Il a claqué quelques très très bons dunks sur les derniers matchs aussi. Une petite connexion avec Guidi qui se développe bien. Là, on a vu des alley-oops très très sympas. Donc, moi, franchement, il me plaît beaucoup, Nick Richards. Donc, pourvu que ça dure lui aussi. Mais du coup, comme il est toujours pas titulaire, alors que c'est le seul pivot, vrai pivot qu'on a, c'est Gershon Yabusele qui fait office de pivot sur le papier, même si c'est Matas Bouzelis qui fait les entre-deux en début de match, parce qu'il est un peu plus grand, il a une meilleure détente, etc. Mais voilà, donc on joue sans véritable intérieur dans le 5 de départ. Et puis c'est pas la peine de donner des minutes à Lachlan Dolbrick, parce que bon, pourquoi on ferait ça, hein. On aime bien jouer small ball, c'est cool, donc voilà, il n'y a pas besoin de s'emmerder avec tout ça. Donc bref, Charlotte, c'était une dinguerie, c'était une boucherie. Et 2 jours plus tard, on avait Portland, toujours au United Center, parce qu'on est dans cette série de matchs à domicile. Et c'était le dernier match de février où on était en 0-10. Donc Portland, c'était la dernière chance de ne pas finir Fanny sous le baby en février. Sauf que, en vrai, c'était quand même mieux de perdre contre Portland, parce que si ça peut les aider à accéder aux playoffs via le play-in, ma foi, c'est tout bénef pour nous, parce que, bah, on le rappelle encore une fois, si Portland va en playoff,
pas en play-in, mais en play-off, on récupère leur pick de premier tour de draft, qui serait donc 15, 16, 17, 18, un truc comme ça. Sauf si après ils vont plus loin en playoff, mais bon là, faut peut-être pas abuser non plus. Ils vont déjà passer par le play-in et après on verra. Mais voilà, les aider à se placer au mieux pour le play-in, peut-être jouer un match à domicile, etc. Parce que voilà, le plus haut ils seront placés et le plus facile le parcours sera pour aller en playoff. Donc voilà, il fallait évidemment perdre ce match et aider les Blazers. Des Blazers qui avaient énormément d'absents, par contre, il leur manquait Avdija, il leur manquait Sharp, il leur manquait Klingan, et du coup, ça a donné un match assez serré, un peu tout le long, et on était... moi, je regardais le match, je commençais à me dire, putain, mais ils vont pas le gagner, c'est con quand même, le seul qu'on doit perdre, on va quand même pas le gagner, quoi. Ouf, heureusement, plus de peur que de mal, on a fini par craquer devant les bons contests défensifs de Robert Williams, et devant les attaques de Jeremy Grant, qui nous a mis des shoots absolument... dinguissime. Et puis on a finalement perdu ce match-là 121-112. Et en vrai, il y a eu des séquences défensives de la part des Blazers qui étaient très très intéressantes. Quand tu arrives à aligner en même temps sur le parquet des mecs comme Williams, comme Jrue Holiday, comme Matisse Thybulle, comme Camara, ça te fait des line-up vraiment vraiment intéressants où t'as de l'envergure, t'as des mains actives, ça coupe les lignes de passe, ça conteste au cercle, il y a de la rim protection et tout. Euh, Franchement, si Williams et Matisse Thybulle, ils n'étaient pas si souvent blessés ou s'ils n'avaient pas eu des grosses blessures plus tôt dans leur carrière, là tu te dis, tu as quand même un line-up qui est franchement, franchement intéressant. Mais bon, voilà, le problème avec Portland, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont sujets à énormément de blessures. Et comme je disais, voilà, il leur manquait encore beaucoup, beaucoup de joueurs importants. Ils en ont encore pas mal de blessés en ce moment. Donc c'est un peu compliqué pour eux, mais on va être derrière, on va les soutenir et puis on va espérer qu'ils aillent en playoff. Ce serait une bonne chose. Ils ont gagné cette nuit d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Donc au final, on finit à 0 victoire, 11 défaites en février. Ça devient officiellement le pire mois de l'histoire de la franchise, en 60 ans d'existence. Avant ça, c'était un 0-10 en novembre 1976. Et donc ce 0-11 devient aussi la troisième plus longue série de défaites de l'histoire des Bulls. Il y a une série de 13 défaites dans les années 70, en 76, donc quand il y a ce mois à 0-10. Et la plus longue série reste la saison 2000-2001, 16 défaites consécutives avec Elton Brand, avec Ron Artest qui est devenu Meta World Peace plus tard. On avait Jamal Crawford et Marcus Fizer en rookies, avec aussi le légendaire Khalid El Amin en rookie. On avait Fred Hoiberg, on avait Brad Miller, on avait Ron Mercer, c'était une dinguerie cette saison-là. Enfin bref, c'est 0-16, hein, donc voilà, on avait écrit l'histoire. Mais bon, bref, cette série de défaites qui était en cours jusqu'à la fin février, a pris fin le 1er mars quand on a reçu Milwaukee au United Center, des Bucks qui venaient sans Giannis Antetokounmpo. Et c'est notre première victoire au United Center depuis le retrait de maillot de Derrick Rose le 24 janvier. Donc ça commençait à dater, hein, mine de rien. Mais bon, voilà, quand on enchaîne autant de défaites, forcément, voilà, ça fait des longues séries. Et ça a été, là aussi, un match relativement serré pendant longtemps. Et on a fait la diff sur la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, où on enchaîne un 27-0. Ce qui est, là aussi, record de franchise. On n'avait jamais fait ça avant. Même avec Jordan, Pippen, Rodman, non, non. Même les années comme ça, non. On n'avait jamais fait un 27-0. Et là, on l'a fait de manière dinguissime avec des Bucks qui, dans le quatrième quart-temps, ont inscrit seulement 8 points à 2 sur 21 au shoot. Ce qui est absolument... voilà. Donc du coup, on prend large et on s'impose 120-97. On s'impose largement, ça se dit, on s'impose plus largement que ce qu'on aurait pu l'imaginer au départ, clairement. Et donc voilà, 8 points à 2 sur 21 au tir pour les Bucks, qui, voilà, quand on dit que le basket c'est un jeu de run, faut se rappeler quand même que dans ce match, au deuxième quart-temps, les Bucks nous avaient mis un 17-0. On a répondu avec un 11-2. Et ils ont répondu avec un 11-0 juste avant la pause. Donc tu vois, ça a été comme ça un peu tout le long. Et puis après, bah, par contre, quand on leur a mis 27-0, il n'y avait plus de réponse en face. Et ça a été plié, quoi. Mais c'était un peu... C'était mignon d'entendre Josh Giddey en conférence de presse après le match dire ouais, on a fait ce 27-0, on a super bien défendu, et c'est un truc qu'on devrait faire plus souvent. Alors oui, il y a eu des
séquence sympa, il y a eu des bonnes rotations, il y a eu des bons contests par-ci par-là, etc. Ok, ok. Mais il y a eu aussi énormément de réussite parce que les Bucks ont loupé des shoots improbables. Des trucs à 30 centimètres du cercle, des shoots totalement ouverts en mid-range ou à 3 points dans les corners, totalement ouverts. Donc, je sais pas, franchement, si, à l'instar de Josh Giddey, je m'appuierais sur ça pour dire, ouais, notre défense, elle a été top. Il y a eu des trucs, ouais, ok, des trucs par-ci, par-là, mais il y a eu aussi quand même énormément d'erreurs. Et je pense pas que tu puisses te dire, ouais, on va construire là-dessus parce qu'on a super bien défendu. Enfin, je suis pas de la même, j'ai pas la même confiance que Josh Giddey, on va dire, à ce niveau-là. Josh Giddey qui a signé un triple-double d'ailleurs sur ce match-là, 20 points à 7 sur 14, 5 sur 11 à 3 points, 14 rebonds, 10 passes décisives. Et il confirme sa montée en puissance qu'on avait déjà souligné dans la dernière vidéo où tu voyais que sur les derniers matchs, ça allait un peu mieux, plus d'attaques de cercle, de meilleurs choix balle en main. Comme je disais, il trouvait des automatismes avec Nick Richards et c'est sur un alley-oop pour Nick Richards qu'il obtient sa 10e passe décisive et son triple-double. Euh, et puis voilà, après c'est plus simple aussi quand Giannis n'est pas là d'aller chercher 14 rebonds. Mais enfin, on sait que Guidé avec sa taille est un joueur qui va quand même régulièrement aller les chercher, donc c'est pas, voilà, ça n'a pas été non plus quelque chose de surréaliste de sa part, c'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement. Et, euh, et donc c'est son 8e triple-double de la saison. Il égalise, enfin non, il bat un record en carrière pour lui, il n'avait jamais fait autant de triple-double sur une même saison, mais il égalise par contre avec Scottie Pippen au nombre de triple-double sous le maillot des Bulls, avec 15, en saison régulière, parce que Scottie Pippen en a 4 de plus en playoff. Et celui-ci, t'es pas prêt d'aller le chercher mon petit Josh, mais enfin ça c'est notre histoire. On verra ça dans quelques années, parce que là, c'est pas pour tout de suite, celle-ci. Mais bon, bref, il confirme sa montée en puissance, et c'est tout ce qu'on peut espérer pour lui pour la suite de la saison. Même si, il y a encore des trucs qu'il faut qu'on développe après, pour les matchs suivants. Il y a eu aussi des minutes pour Leonard Miller, et ça, c'est intéressant. C'est une bonne chose à mettre en avant, parce que voilà, il a su se montrer, il a pris des shoots lointains en confiance, il y a eu des bonnes attaques du cercle, des bonnes finitions, il y a eu un bon dunk, il y a eu un reverse layup aussi à un moment. Euh, voilà, il a essayé de mettre de l'impact aussi en défense. Ça n'a pas toujours été évident, mais c'est bien de l'observer, déjà d'une. Et j'espère qu'on le verra encore dans les prochains matchs, parce que lui, il demande que ça. Il a dit après le match que voilà, lui, il demande juste à, voilà, on lui file des miettes et il va essayer de faire ce qu'il peut avec même s'il a que 5, 6, 7 minutes, il va essayer de les maximiser à fond. Et c'est une bonne mentalité à avoir pour un joueur qui est pas forcément un joueur, comment dire, dans, dans la rotation, quoi, qui est pas dans les 10 joueurs qui vont le plus jouer, surtout quand tout le monde est là. Donc voilà, les quelques fois où tu as une opportunité, profites-en, va chercher des trucs. Il a fait des records en carrière avec 15 points, 5 rebonds, 4 passes, des bons pourcentages au shoot aussi sur ce match-là. Donc il a su profiter de ses minutes et ça me fait un peu penser à, voilà, en termes de mentalité, en termes de, voilà, tu vas me filer 5 minutes, mais je vais quand même essayer de les maximiser. Ça me fait un peu penser à Dalen Terry de ces 2 dernières années, qui était vraiment un peu dans ce style-là. Tu vas lui donner 7-8 minutes, il va faire 2 interceptions, 2 passes, 3 rebonds, tu vois. Il va voilà, essayer de noircir un peu la feuille de stats, et c'était voilà, c'est très intéressant. Et donc, euh, pourvu que ça dure pour lui, parce que bah, voilà, il a montré des choses sympas. Pas de quoi te relever la nuit en te disant, oh putain, il va devenir un titulaire ou un mec qui va être extraordinaire, mais il a une opportunité, il en profite, donc tant mieux pour lui, c'est plutôt cool. Les miettes, par contre, bah, c'est Rob Dillingham qui les a eu. Hein, sur ce match-là contre les Bucks, il a joué que 5 minutes, même pas. Alors, il n'a pas forcément brillé plus que ça dans les matchs précédents. Hein, on parlait de Charlotte, Portland, etc. Mais bah, il doit continuer de jouer, quoi. C'est pas parce qu'il n'a pas été forcément flamboyant, il n'a pas été ridicule non plus, mais il a rien fait de dingue. C'est pas une raison pour le laisser moisir sur le banc pendant que tu files le plus gros temps de jeu de l'équipe sur ce match-là à Colin Sexton qui est même pas titulaire, quoi. Le mec, il a joué 32 minutes. Aucun titulaire a joué 31 minutes, quoi. C'est ouf. Mais enfin, bref. Si on savait mener une phase d'observation à bien, on serait au courant depuis le temps quand même. Hein. Si on était capable d'évaluer nos joueurs et de les mettre dans les meilleures conditions, c'est un truc, je pense qu'on serait tous, on le saurait quand même. Enfin bref. Et donc ce mardi,
on a renoué avec nos habitudes de la défaite, hein, parce que bon, c'est bien d'en gagner un, c'est cool, surtout pour les nouveaux joueurs, quoi, les Gershon Yabusele, les Rob Dillingham, les Nick Richards, tout ça, qui n'avaient pas encore connu la victoire depuis qu'ils étaient arrivés ici. Voilà, ils en ont au moins une. Donc, puis c'est bien au moral aussi, parce que quand tu perds 11 matchs de suite, les mecs sont un peu. Ah, donc, au moins un de temps en temps, tu vois, histoire de remonter un peu le moral des types, c'est pas trop mal. Et donc, mardi, réception des champions en titre avec Oklahoma City, sans Shai Gilgeous-Alexander, sans Jalen Williams, sans Hartenstein, sans Mitchell, mais qui reste largement meilleur que nous, sans problème, hein, de toute façon. Et que dire sur ce match en fait? On a fait des bons efforts, j'ai trouvé, dans l'ensemble. On a été capable de résister, de tenir le coup. Bon, là, c'est vrai que le début de match était quand même ultra, ultra laborieux, mais des deux côtés, hein. Il y a eu une adresse absolument catastrophique. Ça shootait des 3 points dans tous les sens et brique, 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 brique. Un peu comme le début de match contre les Bucks en fait, parce que le premier quart-temps contre les Bucks, on a pris 18 tirs à 3 points dans le premier quart-temps. Et je crois qu'on a pris 3 tirs à 2 points. Il n'y a pas de Giannis, attaque-moi ce putain de cercle, tu fais quoi là? Et, et c'était presque un record de franchise de nombre de 3 points sur un seul carton tenté. Et je crois qu'on en a très peu mis en plus. Donc c'était dégueulasse. Et contre OKC, bah, ça a débuté de la même manière. Brick, 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 brick. Okoro, Yabusele, machin, machin, bidule, truc. Ça a été, c'était vraiment pas beau, quoi. Le début était vraiment, vraiment pas top. Mais après, c'est un match qui a suivi un scénario assez similaire à ce qu'on a vu sur les matchs précédents, justement, avec une première mi-temps assez équilibrée, un début pas top top, mais après un peu de mieux, des passages plutôt sympas, sur le plan collectif, il y a quelques bonnes passes, un peu de rythme par-ci par-là. Et puis, début du troisième quart-temps, ça redescend et plus rien. Et, euh, et tu prends du retard et tu essaies de revenir, mais contre OKC, t'as clairement pas assez de talent pour ça. Donc voilà, tu finis par t'incliner. Oklahoma déroule. Ils ont pris 19 points d'avance, je crois. Et après, ils sont un petit peu relâchés. Les Bulls sont même revenus à 6 points à 1 minute de la fin. Avec deux paniers à 3 points à la suite de Colin Sexton et de Leonard Miller. Et là, tu te dis, merde, on va quand même pas faire le comeback et aller chercher ce match-là quand même face à OKC. Non, non, ouf, non, non. Euh, on a pourtant réussi un super stop défensif, on a sécurisé le rebond, il reste 30 secondes, t'as 6 points de retard, et Colin Sexton, grand, tu sais que... Alors là, oh, et l'autre il est là, tranquille, vas-y, je temporise, je dribble, comme si c'est lui qui gérait une avance de 6 points, tu sais. Ouais, non, c'est cool, toi il m'attaque pas, il vient pas faire faute, ça, c'est bizarre. T'as Billy Donovan sur le bord du terrain qui est là, mais bouge, bouge, fais un truc là. Et l'autre il est là, non, 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 non. Le commandant du tank, hein, c'est Colin Sexton. Franchement, si on passe devant Memphis et qu'on prend la 8e place, c'est grâce à toi, Colin. Merci. On ne gardera pas l'été prochain pour ça, mais merci pour les travaux. Parce que là, franchement, waouh! Waouh! Donc, du coup, on a pris un shoot dégueulasse en fin de possession. On l'a loupé. On a fait faute pour qu'ils aient 2 lancers francs et on a perdu de 8 points sur ce match-là, quoi. Mais voilà, c'était. Merci, Colin, pour les travaux. Brique après brique après brique après brique. Voilà, merci. Et donc voilà, nouvelle défaite et c'est reparti pour une série, quoi. Donc voilà. Josh Giddey a failli signer un autre triple-double sur ce match-là. Il a fini avec 14 points, 9 rebonds, 9 passes. Gershon Yabusele a signé un gros double-double avec 18 points, 12 rebonds, 4 sur 10 à 3 points, c'était sympa. Surtout qu'il a loupé les 3 premiers, donc après il a été quand même bien plus adroit. Double-double aussi pour Nick Richards, encore une fois, donc il continue de faire des bonnes choses lui aussi. Et voilà, il est dans la continuité et c'est un des joueurs les plus kiffants à suivre, je trouve, en ce moment dans l'effectif. Le bémol de ce match, c'est les blessures quasiment successives, à peut-être 1 minute 30 d'intervalle, de Giddey et de Matas. Vers la fin du troisième quart-temps, ils se sont tous les deux tordus une cheville. Et alors, on a revu Giddey dans le quatrième quart-temps. Il est revenu jouer un petit peu. Matas, par contre, pas du tout. Et d'ailleurs, c'était une séquence totalement ridicule à la fin du troisième quart-temps où il se blesse. L'action part de l'autre côté avec OKC qui a la balle, ils prennent un shoot, le jeu s'arrête pas. Chicago récupère la balle, remonte le terrain. Non, c'était l'inverse. C'est les Bulls qui avaient la possession et ils loupent un shoot. Oklahoma récupère la balle, il remonte le terrain. Et là, les mecs qui reviennent se placer en défense, ils voient que Matas, il est en train de boiter, il est comme ça, il est sur une jambe. Il n'y en a pas un qui se dit, tiens, je vais aller faire une faute pour casser le jeu, pour qu'il puisse partir. Non, les mecs, ils sont là.
c'est Matas lui-même, à cloche-pied, qui allait faire faute sur un type pour que le jeu s'arrête et qu'il file au vestiaire direct. Mais on est où? On est où? Le mec, il est resté 30 secondes comme ça, cloche-pied, la cheville en l'air, là, en attendant que quelqu'un se rende compte que... Enfin bref, totalement ridicule, mais comme le ridicule ne tue pas, cette franchise continue d'exister, donc voilà. Heureusement, quand même, lui et Josh Giddey se sont montrés rassurants dans les interviews d'après-match en disant que bon, c'était un petit peu tordu sur le coup, ça a fait, voilà, ça a chauffé un peu, mais qu'ils espéraient tous les deux quand même revenir dès le match de ce soir à Phoenix. Alors les deux ont fait le voyage. Ce qui était important, c'était comment ils se sentaient aujourd'hui, au lendemain du truc, tu vois, une fois que c'est un peu redescendu, quand tu te réveilles le lendemain et s'il n'y a pas trop de douleur ou quoi. Donc à l'heure actuelle, Matas et Josh Giddey sont listés en questionable pour le match de cette nuit. S'ils loupent celui-ci, ils seront là dimanche pour le match contre les Kings à Sacramento. Donc voilà, on joue ce soir et après on joue pas vendredi samedi. Donc ça, si jamais ils jouent pas ce soir, ça leur donnera du repos. Sachant quand même que Matas Buzelis est le seul joueur des Bulls cette saison qui n'a pas loupé un seul match. On en a disputé 62, il a joué les 62, il a été titulaire les 62. Ce serait bien de le voir jouer les 82 quand même, ce serait cool. Bon, après, s'il y a vraiment une blessure trop importante, il faut le reposer, hein, c'est pas la question. Mais s'il est capable de jouer, ce serait cool qu'il fasse les 82. Sachant que l'an dernier, déjà, il avait joué 80 matchs. Et les deux qu'il a loupés, c'était même pas sur blessure, c'est que dans la première partie de saison, il y avait des matchs où Billy Donovan le faisait pas rentrer, ou des fois il rentrait 1 minute 30 ou 2 minutes 15. Et il y a 2 fois où il n'est pas rentré du tout, quoi. Donc à l'heure actuelle, Matas Buzelis a loupé 2 matchs en carrière et c'était sur des décisions du coach. Donc pourvu que cette série continue et qu'il soit capable de jouer cette nuit, parce que bah, plus on a du Matas dans notre télé, et plus ça rend la fin de saison un peu plus sympa à suivre quand même, parce que bon, tu sais que tu vas te prendre des crevés, mais au moins si tu vois Matas se développer et que tu vois des bonnes minutes de Richards, de Miller, de Dillingham, bon bah ça aide un petit peu à faire passer la pilule, même si on va pas se mentir, les défaites qui s'accumulent, ça me gonfle un petit peu aussi. Mais c'est pas, c'est comme ça, c'est la règle en NBA avec le tanking, etc. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Donc on verra comment Adam Silver veut modifier tout ça, mais bon courage mon gars. Mais bref, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Donc on a terminé cette série de matchs à domicile, on en avait 7, ce qui est une très très longue série avec un bilan de 1 victoire, 6 défaites. On est désormais à 25-37 sur la saison. Et on débute un road trip à l'ouest où on va jouer les 5 équipes de la même division, la division Pacifique, à savoir donc Phoenix cette nuit. Dimanche, on est à Sacramento. Ensuite, on aura mardi prochain Golden State. Et un back-to-back jeudi-vendredi, Lakers-Clippers. Donc tous ces matchs-là à l'extérieur, sur la côte ouest, avec des matchs à 3h, 4h du matin, etc. Ça va être fun. Voilà. Et donc on va voir ce qu'on va faire. Jaden Ivey ne fera pas partie du voyage. Donc ça sent pas bon du tout son histoire là. On parlait d'être évalué au bout de 2 semaines. Là ça fait déjà 10 jours. Et ben voilà, il fait pas le voyage. Donc ça m'étonnerait qu'on le retrouve tout de suite, le pépère. On n'a pas vraiment de news concernant Anthony Simons. On nous a dit qu'il a une fracture au poignet depuis le début de saison. Qu'il n'y a pas besoin d'opération. Qu'il joue en fonction de la douleur. Donc là, il doit avoir très 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 mal parce que on le voit pas du tout et on ne sait pas si on le reverra un jour. Donc il est peu probable qu'on le retrouve l'an prochain. Donc bon, laissons-le sur la touche, hein. De toute façon, si ça aide à le tanking et que ça donne des minutes à Dillingham, ce sera gagnant-gagnant, hein. Donc voilà. Donc par contre, voilà, comme je disais, on devrait tout de même récupérer Jalen Smith, Patrick Williams et donc peut-être aussi Josh Giddey et Matas Buzelis. Donc voilà, on devrait avoir un effectif quand même un peu plus fourni et pour essayer de, je sais pas, gagner un match ou deux sur ce road trip, sachant que bon, probablement dimanche à Sacramento, hein. Après le reste, ça va être un petit peu plus coriace, même si bon, on verra bien, on verra bien. On va au moins en gagner un, tu vois, histoire de, pour dire deux, voilà. Mais bon, bref. Et donc ensuite, après ce gros road trip à l'ouest, on revient à la maison pour jouer Memphis. Et là c'est important, parce que Memphis c'est l'équipe qui est la plus proche de nous au classement. C'est celle qui serait cool d'essayer de dépasser pour devenir 8ème et prendre leur place. Donc pour augmenter nos pourcentages pour la prochaine loterie. Memphis qui vient de perdre à domicile contre Portland là cette nuit. Et donc ils sont en 23-38. Et nous on est en 25-37 je disais. Donc c'est assez proche.
Et on va les jouer très bientôt. Et on va aussi se rendre à Memphis plus tard dans le mois de mars. Donc on va les jouer 2 fois ce mois-ci. Il y a l'occasion de faire une bonne opération si on n'est pas trop con. Mais c'est un gros si quand même avec cette franchise, je vous l'accorde. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Memphis qui a aussi qui a signé Taj Gibson. Et oui, le retour de Taj Gibson. Et donc s'il revient au United Center dans une dizaine de jours quand on aura fini ce road trip, j'espère que ça fera comme l'année dernière quand il était avec les Hornets et que le match était plié et que la foule a scandé on veut Taj, on veut Taj, et il est rentré pour genre 1 minute 30. Il a pris un rebond et voilà, c'était cool, il a eu droit à son ovation. Et si ça peut se passer comme ça contre Memphis, une fois qu'on aura perdu de 25 points, ce serait sympa quoi. Ce serait une soirée réussie. Défaite à domicile contre Memphis, on se rapproche de haut classement, Taj Gibson rentre sur le parquet, il prend une ovation. Tout bénef. Si en plus Dillingham joue moins de 5 minutes. Enfin bref, d'abord on a ce méga road trip à l'ouest et on va bien voir ce que ça va donner. Hein. On va se retrouver. Je vais pas laisser passer tous les matchs avant de refaire une vidéo. Hein. On va se retrouver après Phoenix. Voilà, on va voir le match de ce soir. Et puis après, on joue pas avant dimanche. Donc il y aura le temps de faire une vidéo, débriefer ce qu'on a vu cette nuit. Si on a Josh Giddey qui est revenu, si on a Matas qui est revenu, si on a Williams qui est revenu, si on a Jalen Smith qui est revenu. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc d'ici cette prochaine vidéo qui arrivera donc vendredi ou samedi, ou peut-être dimanche matin, on verra bien. Comme d'habitude, portez-vous bien, on se retrouve très très bientôt. Ciao, Go Bulls.